Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert comment le Japon avait réussi à définir sa propre conception automobile en s'inspirant des évolutions européennes et du style américain. Mais les années 60 vont marquer un tournant dans l'histoire japonaise, car les Jeux Olympiques, le Salon de Tokyo et l'Exposition universelle vont mettre en lumière la révolution du design japonais. Deux décennies après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon prépare son offensive technologique. En 1964, Tokyo accueille les Jeux Olympiques et le Japon a soigneusement préparé l'événement en organisant un festival technologique dédié au sport, mais également aux infrastructures mises en place pour l'événement. Mais ces nouvelles technologies se sont complètement faites éclipser par le lancement du Tokaido Shinkansen. Il est alors le train le plus rapide du monde et relie Tokyo à Osaka en seulement 4 heures, à une vitesse constante de 200 km/h. L'arrivée de ce train à haute vitesse s'est avérée avoir un effet énorme sur la mobilité des Japonais, car en 3 ans, 100 millions de passagers l'avaient emprunté, et après 12 ans, la barre du milliard a été dépassée. Les voitures étant limitées à 100 km/h sur autoroute, leur usage était donc devenu inutile pour des trajets de longue distance. Pour les Japonais, la technologie n'était pas synonyme de performance, le produit devait par lui-même provoquer une sorte de sensation. Lorsque Aiko Morita achète la technologie des transistors de Western Electric, il se concentre alors sur sa miniaturisation. Le résultat de ses efforts a permis d'élaborer la première radio de poche Sony en 1957. La radio n'était pas plus performante que les concurrentes occidentales, mais sa taille bien plus petite la rendait plus pratique et plus personnelle. Un succès commercial qui s'est vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires en 3 ans. Lorsque Sony lance le premier téléviseur portable en 1960, son tarif exorbitant le fait devenir le jouet favori des riches. Et 2 ans plus tard, Sony propose une micro-TV dans son nouveau showroom sur la 5e avenue de Manhattan. La marque japonaise fait alors changer le regard du monde entier sur le design japonais et les produits made in Japan sont désormais perçus comme des produits de haute technologie et haut de gamme. Mais après les JO de Tokyo, le Japon n'a pas fini de faire parler de ses innovations, car quelques mois plus tard, c'est le Tokyo Motor Show qui va mettre en lumière la technologie japonaise, mais dédiée à l'automobile cette fois-ci. Le Japon change sa stratégie de communication et montre au monde entier sa volonté de plaire à l'international en adoptant les codes des plus grands salons mondiaux. Chacune des marques va alors exposer ses voitures accompagnées de mannequins habillés selon la mode du moment. Seule Toyota garde un code vestimentaire japonais pour sa Crown de luxe. Nissan de son côté choisit une robe occidentale épurée munie d'une fourrure pour sa Cédric, alors que Subaru ose le collant en résille noire sur des talons hauts pour sa 360. En comparaison, la fille assise à l'intérieur du prototype de la Toyota Publica Sport était presque sous-vêtue avec sa robe raccourcie. Mais la petite voiture de sport aérodynamique au style de chasseur à réaction se rapprochait trop d'un concept car dans sa réalisation pour avoir la moindre chance de devenir réalité. Finalement, 3 ans plus tard, les Japonais pouvaient enfin acheter une voiture de sport japonaise, la Toyota 800 Sport. Sa carrosserie légère et tape à l'œil n'était pas dans l'excès, à l'exception de ses phares surdimensionnés au style manga. La Toyota 800 Sport sera également la première voiture au monde à se munir d'un toit amovible que Porsche va démocratiser avec la célèbre Targa. Mais aux côtés de la Toyota, le public découvre également des voitures modernes, basses et racées. En effet, Honda arrive sur le segment des sportives avec 2 voitures, la Sport 360 et le Roadster S500. Les voitures font sensation car Honda a réussi à se faire une renommée grâce à ses motos lors du Tourist Trophy sur l'île de Man. La marque est ensuite entrée sur le secteur automobile, basculant la technologie gagnante de ses moteurs de moto sur ses voitures. Les moteurs 4 cylindres de la marque japonaise, compacts et légers, pouvaient tourner jusqu'à 9500 tours minute et délivrer 2 fois plus de puissance que les moteurs concurrents. D'autant plus que 2 mois avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo, Honda avait impressionné sur la scène sportive internationale en prenant le départ du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring avec une Formule 1 d'usine. Avec l'arrivée de ces voitures hautement technologiques, MGM s'en sert pour réaliser le film Grand Prix avec Yves Montand et Françoise Hardy, mettant en vedette l'équipe de Honda F1 en 1966.
Broccoli et Saltzman tournent alors la nouvelle aventure de James Bond, You Only Live Twice, au Japon, où le point culminant du film doit être la mystérieusement belle Toyota 2000 GT. La voiture récupère la stature européenne classique avec un long capot avant et un arrière court à l'image d'une Jaguar type E. Mais si la voiture possède une ligne incontestablement belle et moderne lors de sa présentation en 1965, lors de sa mise en vente en 1967, elle n'est pas particulièrement futuriste en comparaison de la sortie du concept Marzal dévoilé la même année. De son côté, Nissan élabore une voiture tout aussi exotique, la Datsun Coupé 1500. Dévoilée la première fois en 1964, elle entre en production sous le nom de Nissan Silvia en 1965. Il s'agissait d'une voiture élégante, anticipant en termes de packaging et de style la reine de Monaco, la Lancia Fulvia. Mais les plus grands férus de nouvelles technologies pouvaient admirer les voitures d'une marque utilisant un nouveau moteur développé par l'ingénieur allemand Felix Wankel, le moteur rotatif. Malgré de nombreuses faiblesses et un grand scepticisme quant à sa possible industrialisation, Toyo Kogyo, devenu ensuite Mazda, semblait ignorer ces mises en garde. Et après avoir obtenu les droits d'exploitation de ce moteur, Mazda lance en 1963 la Cosmosport, premier prototype motorisé par le moteur Wankel. Il s'agissait d'un concept design évocateur, doté d'une forme aérodynamique et légère, semblable à un hommage au design américain des années 50. Mais son design n'anticipa également d'une certaine manière les futurs best-sellers européens, à l'image de l'Alfa Romeo Spider. Mais principalement réservée au Japon, la Cosmo ne pouvait malheureusement pas faire rayonner le pays à l'international, au contraire de Honda, qui grâce à une concentration claire sur les marchés d'exportation, a vendu 25 000 exemplaires roadster et coupés de ses S500, S600 et S800 pendant 8 ans. Les marques japonaises ont donc rapidement fait évoluer leur image de voitures robustes et sobres vers une tendance sportive. Les sportives japonaises viennent maintenant défier les pony et muscle cars américaines, mais concurrencent également les petits roadsters britanniques et la voiture de sport pratique allemande. Le point culminant des sportives japonaises fera apparaître des voitures telles que la Nissan Skyline GTR, l'Isuzu Bellette GT ou encore la Datsun Fairlady SP310. Isuzu dévoilera également le 117 Coupé en 1966, une voiture fastback non seulement aussi belle que la Fiat Dino Coupé, mais également dessinée par le même designer, Giorgetto Giugiaro. Avec une production d'environ 50 000 et 90 000 unités, respectivement soutenues par une demande constante des USA, le roadster Datsun et le coupé Isuzu ont ouvert la voie américaine au premier très gros produit venant du Japon, la Datsun Fairlady 240Z. La ligne de la voiture fluide avec les phares ronds encapsulés amène le design de la voiture dans un classicisme européen. Commercialisée dans une variété de configurations plus ou moins sportives, la 240Z était abordable et est ainsi devenue un best-seller instantané. Conçue pour défier Porsche à son lancement, elle va même pousser la marque allemande au développement de Porsche à moteur avant, la 924 et 944. L'ampleur de cette effervescence du design finit par atteindre le segment des K-cars. Honda reprend la N600 et en fait une petite citadine sportive avec la Z600 aux lignes sinueuses dotée d'un avant et arrière aplati. En 1971, Suzuki suit la tendance et lance le coupé fronté. Audacieuse et légèrement cunéiforme, la voiture se veut être un coupé de place pour les amoureux. Mais les petites voitures sportives intéressent aussi Mazda qui lance sa gamme RX. En contraste avec la sagesse européenne de la NSU RO 80, Mazda réussit à fabriquer et commercialiser toute une gamme de voitures exotiques à moteur rotatif, à commencer par la Familia Rotary SS en 1969. Mais ce sont les RX2, RX3, RX4 et RX5 qui vont être grandement accueillis en raison de leur performance grâce à un moteur rotatif. Et malgré la crise pétrolière de 1973, Mazda reste fidèle à son moteur rotatif et lance en 1978 la fabuleuse Mazda RX-7. Avec ses phares escamotables et son dôme arrière panoramique, cette voiture se voulait spécialement conçue pour attaquer les Porsche à 4 cylindres sur le sol américain. 50% moins cher que les modèles allemands, la RX-7 de première génération réussira seule à bien plus se vendre que toute la gamme allemande 924 et 944. Mais la dernière nouveauté japonaise des années 70 avait un style bien moins démonstratif.
Les véhicules tout-terrain japonais sont devenus peu à peu emblématiques. En effet, depuis 1967, Toyota soigne le design de ses 4x4 en lançant le Iron Pig sur son très célèbre Land Cruiser, pendant que Suzuki miniaturise le tout-terrain avec le Jimny de 1969. Mais la révolution se fait en 1972 avec la Subaru Leon 4-wheel drive. La voiture mélange les technologies et combine la traction de 4x4, la capacité de chargement d'un break et une qualité de conduite de berline. Le véhicule crée alors un nouveau marché destiné à la société de loisirs aisée, notamment en Europe, où la Subaru est devenue le choix de la haute bourgeoisie urbaine qui se dirigeait le week-end vers les sports d'hiver. C'est à ce moment que les responsables de la recherche et du développement chez Audi se décident de monter leur propre projet de voiture 4 roues motrices pour concurrencer la voiture japonaise, le projet Quattro. Avant notre traditionnel résumé, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce, et dites-moi surtout dans les commentaires si vous connaissiez l'histoire de ces petites sportives japonaises. Pour résumer, dans les années 60, le Japon a démontré sa puissance technologique à travers des événements internationaux comme les Jeux Olympiques, l'Exposition universelle ou encore le Tokyo Motor Show. Commencent alors à naître des véhicules d'image dont les concepts sont purement stylistiques afin de mettre en évidence le savoir-faire japonais. Plus les années passent et plus les véhicules viennent concurrencer les modèles occidentaux au point même de surpasser les marques les plus prestigieuses. J'espère que cette vidéo sur la naissance des petites sportives japonaises vous aura plu. On se retrouve au prochain épisode, prenez bien soin de vous, allez ciao!